Lors des deux guerres mondiales, le gouvernement lance l'appel à la population. Il faut surveiller les voisinages et dénoncer les espions. Il faut recycler et économiser dans le but de soutenir l'effort de guerre. Pourtant, il y a un autre ennemi qui voit le jour, plus insidieux car il est invisible, un ennemi qui préoccupe les gouvernements et surtout les dirigeants de l'armée. Cet ennemi, les infections transmises sexuellement. Et on en parle ce soir avec notre chroniqueur historique, Marcel Martel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, commençons avec la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on savait des ITS, parce que ça s'appelle des ITS maintenant, non pas des MTS, à ce moment-là? C'est-à-dire, la connaissance était la suivante. On savait que c'était un tabou. On n'en parlait pas. On cherchait à culpabiliser la personne qui en était victime, donc qui présentait des symptômes, par exemple, syphilis. Et les églises, qu'elles soient catholiques, protestantes, vont rappeler aux gens que ceux qui ont attrapé une telle maladie, eh bien, ils sont victimes d'un châtiment divin, c'est-à-dire qu'ils ont péché parce qu'ils ont eu des rapports sexuels avec des personnes qui ne sont pas mariées. Parce qu'il faut rappeler, même encore au début du 20e siècle, la forme de sexualité qui est acceptée, c'est bien entendu la sexualité qui s'exprime dans le mariage. Donc, si vous avez des rapports sexuels avec, avant que vous soyez marié ou que vous êtes déjà marié et que vous avez des rapports sexuels avec d'autres individus, ça marche pas, ça marche pas. Donc, l'affirmation est la suivante. Tant aussi longtemps que vous avez des rapports avec votre mari ou votre épouse, vous n'avez pas à craindre pour les ITS. Par contre, si vous avez des rapports sexuels avec des gens à l'extérieur, avec d'autres personnes que votre conjoint ou votre conjointe, eh bien, et que vous attrapez de maladie, tant pis pour vous. Bon, l'Église a beau condamner ces gens-là, il y a des gens qui attrapent la syphilis, la gonorrhée. Quels sont les traitements à l'époque? Les gens vont probablement avoir peur parce que je vais vous donner une idée là, des traitements qui étaient offerts. Parce qu'il faut dire aussi que la médecine savait plus ou moins comment traiter à cause de ce tabou. Puis les médecins ne pouvaient quand même pas étudier comment se transmettait la syphilis, par exemple. Donc, première manière d'être traité, c'était prendre des bains chauds. Et là, espérer que, je veux dire, la maladie quitte le corps à travers les pores de la peau, c'est-à-dire tout le processus de transpiration. Mais il y a une révolution, 1909. On découvre que le mercure... Oui, mercure, substance... C'est toxique, ça. Voilà, substance toxique. On découvre que le mercure pourrait être utilisé pour traiter les ITS. Il y avait un problème. En réalité, il y avait deux problèmes. Le premier problème, c'était la dose. C'est-à-dire que les médecins ne savaient pas quelle dose il fallait donner. Est-ce qu'on devait donner, je ne sais pas, l'équivalent de ce verre de mercure ou pas? Donc, premier problème. Et deuxième problème, une fois qu'on s'entend sur la dose, est-ce qu'on demande aux patients de consommer ou... Est-ce qu'on... Ça rentre par les pores? On rentre par les pores, etc. Donc, le gros problème avec le mercure, c'est que souvent, la personne qui allait voir son médecin pour être traitée par le mercure pouvait en mourir. Non pas mourir de la maladie transmise sexuellement, mais mourir à cause du traitement, voilà. Durant la guerre, on constate que les soldats, parfois, ont des ITS. Que fait l'armée canadienne? Bon, l'armée canadienne, pour elle, c'est un problème très sérieux. Parce qu'on va avoir des soldats. On a besoin de soldats dans les tranchées. On a besoin de gens qui sont en forme. Et le problème, c'est qu'on aura beau condamner puis faire des grands discours, c'est qu'on a des soldats qui sont porteurs de la maladie ou qui présentent les symptômes de la maladie. Donc, on va lancer des campagnes d'éducation pour appeler aux hommes de faire attention, aux femmes, etc. Mais ce que l'on va surtout faire, c'est qu'on va cibler une ennemie. On va dire... Oui. C'est bien entendu les prostituées. Parce que dans la tête des généraux, des dirigeants de l'armée, les soldats... C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un décide de faire partie de l'armée canadienne, s'il est malade, c'est parce qu'il a attrapé sa maladie là, au moment où il est encore dans la vie civile. S'il joint l'armée, il ne peut pas être malade. Donc, c'est avant. Et bien entendu, on cible la prostituée. Ça, c'est la Première Guerre mondiale. Ça revient durant la Deuxième Guerre mondiale? Le même problème? Le même problème revient. Par contre, cette fois-ci, l'armée canadienne a davantage d'outils. Premier élément, la pénicilline. Là, il est possible de traiter les ITS avec la pénicilline. Mais deuxième, outil qui se retrouvait là, dans le coffre à outils de l'armée, c'est les condoms. C'est-à-dire, contrairement à la Première Guerre mondiale, où l'armée ne voulait pas distribuer les condoms, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée se dit, écoutez, nous, on a besoin de soldats en forme, de soldats qui ne sont pas malades, donc on va distribuer des condoms.
Mais bien entendu, on va encore une fois investir des ressources là, dans les campagnes de publicité. On va avoir des affiches et encore une fois, on va cibler les prostituées. De quelle façon? De quelle façon? Eh bien là, on va demander aux villes, par exemple la ville de Montréal, qui était la ville la plus importante au pays, puis c'était la ville qui était fréquentée par les soldats, etc. Eh bien, en 1944, l'armée canadienne en avait ras-le-bol. À cause là, des bordels à Montréal. Et puis, bon, on avait des soldats qui allaient passer une fin de semaine et puis qui revenaient avec une maladie transmise sexuellement. Puis là, ils présentaient les symptômes. Eh bien, l'armée menace d'imposer là, un couvre-feu, c'est-à-dire d'interdire aux soldats de fréquenter la ville de Montréal, à moins que la ville de Montréal décide là, de faire le ménage. Donc là, c'est à quoi on assiste. Il va y avoir descente dans les bordels, arrestation de prostituées, etc., pour éviter là, que l'armée décrète que Montréal sera un lieu que les soldats ne pourront plus fréquenter. Mais puisqu'on voit le fameux poster, il y a toujours les fameux posters. Et ça, c'est un poster que je trouve extraordinaire. C'est sûr qu'en 2011, c'est un poster qui est tout à fait choquant. Oui. Mais ce poster-là présente bien toute la manière dont les maladies ou les ITS étaient présentées à la population. C'est qu'on cherche à personnaliser, on cherche à féminiser en disant les personnes qui transmettent ces maladies, ce sont des femmes. Et on cherchait ainsi à sensibiliser les hommes en disant, écoutez, vous savez, là, toutes ces femmes qui se tiennent près des bases, toutes ces femmes qui sont dans les bars, qui sont prêtes à vous acheter une consommation, elles ont peut-être, elles sont bien mises, etc. Mais faites bien attention parce que comme la publicité l'indique, non pas la publicité, mais l'affiche l'indique, eh bien, regardez derrière ce beau visage, cette personne attrayante, il y a un paquet de troubles, puis ces troubles-là s'appellent les fameuses ITS. Très intéressant. Merci beaucoup, Marcel. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.